Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir l'homme qui se cache sous le nom de Camille Expédite, ce dont on va parler, enfin cette multitude de personnages à l'intérieur d'une seule personne. On est particulièrement content donc de le recevoir pour la publication de ce troisième texte. On va dire quelques mots sur les précédents parce que on va dire qu'il y a vraiment une véritable continuité, mais il y a toujours quelque chose qui se cache en fait entre les textes. En tout cas, bon, Se trahir est un texte qui nous a fait une très forte impression. Donc, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous et qu'on saura ce soir vous donner envie de vous y plonger, puisque je crois que voilà, c'est la première soirée en fait où le texte est disponible. Hein, il est encore en cours de diffusion en fait ce soir. Alors, comment je vais te désigner pendant la soirée. Je peux dire Expédite. Enfin, les gens ici savent, mais. Ouais. Non, mais parce que si je commence à envoyer. Jeu, quoi. Ouais, voilà. Donc, je vais pas utiliser un certain prénom, qui est un prénom de traducteur, en fait, uniquement. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et donc, est-ce que tu reviendrais pour nous un peu sur le passage de Palabre à Aliéné, puis ensuite à Se trahir, avant qu'on. Moi, je parlerai un peu plus d'Aliéné. Et j'aurais aimé te laisser parler de la première aventure, en fait, donc de Palabre. Et de cet écrivain argentin dont tu as récupéré l'héritage en quelque sorte. Ouais, il y a, je pense, il y a quand même je sais pas, après un espèce de fil conducteur entre les trois romans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me les représente. Après, peut-être que les lecteurs ne le voient pas forcément. Mais disons que c'est ces trois romans que je considérais comme à la fois des romans d'aventure, des romans parfois des romans noirs, parfois que j'essaie d'écrire dans des choses qui sont dans une esthétique un peu peut-être un peu je dirais facile à lire. Ils sont pas d'emblée littéraires, en tout cas pas d'emblée, c'est pas ça mon propos. C'est aussi qu'on s'amuse, c'est aussi qu'on trouve des histoires, c'est aussi que ça raconte quelque chose. Et il y a souvent quand même une résonance politique, c'est-à-dire que ça bouscule un petit peu. Enfin, j'essaye d'être un peu provoquant dans mes textes et d'aller chercher des trucs qui moi me font rire. Et le problème, c'est qu'une fois que je les écris, je dois pas avoir beaucoup de sens de l'humour. Des fois, c'est moins drôle. Et les gens qui me lisent sont parfois un peu surpris du côté un peu noir de la chose. Palabre, la couverture, qui est assez chouette, quoi. Mais enfin, devant, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait. C'est quasiment l'histoire d'un génocide et la couverture est assez éloquente. C'était assez audacieux d'ailleurs de la part d'éditeurs de mettre ça en couverture. Mais plus prosaïquement, c'était assez drôle en fait. Le point de départ de ce bouquin-là, c'était simplement inventer un peuple imaginaire en Amérique du Sud, qui a pas vraiment de frontières, qui a pas vraiment de pays institutionnalisés, qui s'invente comme ça des langues au contact de différentes populations, qui finit par s'implanter et qui, à force et au moment de son implantation, finit par revendiquer une identité, un peuple, une langue et s'engager dans un espèce de conflit armé qui va finir mal parce qu'il va être augmenté et nourri par, à l'époque ça se passe dans les années 30, par des mercenaires fascistes de l'Europe qui arrivent pour faire un commerce de femmes, enfin bon bref, des choses pas très glorieuses. Et ça commence sur un ton assez potache, assez drôle, et ça finit de manière, enfin je veux pas dévoiler la fin, mais ça finit de manière un peu dure. Les aliénés, le point de départ est à l'inverse. La première phrase est un peu dure. On est directement dans le suicide et dans le quelque chose d'assez glauque a priori. Mais en fait, c'est une espèce de western assez drôle. La rencontre entre une aide-soignante donc qui essaie de se suicider mais qui arrive pas, qui est jeune, qui sait pas quoi faire, qui est un peu désœuvré, déprimé, qui déteste son boulot, qui déteste ses patients, qui s'embête dans une maison de retraite et qui maltraite un petit peu les vieux dont elle est censée s'occuper, et qui va rencontrer un pompier qui lui-même s'y retrouve pas tellement dans son métier de pompier, et qui se trouve être en fait dealer à revendre des médicaments qui piquent à la pharmacie de l'hôpital ou dans les ambulances de ces pompiers de pompiers. Et ils sont un peu caricaturaux au départ, ces deux personnages. Lui un peu viril, un peu masculin, un peu hâbleur, elle un peu déprimée mais très
féminine dans le sens un peu aide-soignante, esselée, célibataire, etc. Et au moment de leur rencontre, en fait, le pompier invente une drogue tellement puissante que ça va verser presque dans le politique, c'est-à-dire que ça va faire trembler tous les cadres, enfin beaucoup de cadres en tout cas, moi j'ai essayé de trouver, qui régissent notre société, des notions comme le consentement, le choix, la frontière entre la vie et la mort, etc. Et au final, c'est pareil, voilà, au final j'ai essayé à partir de ce côté un peu potache en fait, d'y trouver une résonance politique. Mais c'est une des choses moi que j'ai trouvé magnifique dans Les Aliénés, c'est vraiment ça, c'est que tu prends des personnages au départ qui sont alors que tu vas soigneusement caricaturer avec un sens de la farce, quand si enfin que t'as pas d'humour, je pense que là vraiment c'est une extrême modestie parce que même si c'est de l'humour du désastre, comme aurait dit Antoine Volodine qui était là hier soir, que j'aime beaucoup. il y a vraiment ces personnages, effectivement, une aide-soignante, un pompier, au départ, ils sont terriblement anodins. Enfin, on dirait, mais personne va jamais y faire attention. D'ailleurs, eux-mêmes ne font pas attention à eux-mêmes. Ils s'ennuient, ils sont désespérés, à un point incroyable. Il y avait vraiment un poids de l'ennui que tu rends superbement dans les 30-40 premières pages. Et puis, à partir de ce matériau-là, il y a une épopée qui se met en place. Vraiment une épopée. Ça part dans tous les sens. Ça devient un truc vraiment dantesque. La République tremble, peut-être même le monde. Enfin, et pourtant, il n'y a pas, enfin, on est dans une tonalité de la farce, mais pas de la farce à la russe. Enfin, c'est pas avec que des trucs énormes. C'est de la farce très insidieuse, en fait. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bon. Et j'étais donc très heureux, monsieur Vasson nous dire, de retrouver, en fait, cette tonalité, en fait, dans ce trahir. Enfin, oui, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression de continuer un peu. Alors, c'est ma marotte, c'est ma façon de, j'ai beaucoup de mal à écrire, je dois dire. J'ai beaucoup de mal à inventer des personnages, à inventer des histoires, parce que justement, je suis comme tout le monde, quoi. Je pars de clichés, c'est comme jouer au Playmobil, quoi. On invente des héros qui sont un peu, voilà, qui sont disponibles dans notre imaginaire, et c'est toujours des clichés. Et à partir de ce moment-là, on les fait se travailler, se rencontrer, on les investit dans une histoire, et j'essaie de les amener vers un truc, un peu biaisé, un peu nouveau, un peu rigolo, enfin moi qui me fait rire en tout cas quand je l'écris. Et d'où cette méthode. Et dans ce trahir, le point de départ, c'est des ados un peu délinquants, un peu Kaira, on dirait, avec ce truc du type qui parle beaucoup, qui se la joue, qui se la pète, qui se la raconte. Et mon narrateur au départ, enfin en tout cas sous ma plume, je voulais écrire l'histoire de ces deux gamins, de deux gamins un peu fantastiques, voilà, qui sont pleins de désirs, qui font les 400 coups, un peu ce truc-là. Et puis voilà, ils naissent sous ma plume comme ça, avec un certain verbe, avec une certaine tonalité, avec une façon de parler un peu hip-hop dans l'idée. Mais assez vite, on tombe dans le cliché, quoi. On tombe dans le cliché de la petite phrase, effectivement, de la racaille. Et alors du coup, du coup, je m'embête et donc je me dis bon, ok, c'est des délinquants, mais alors délinquance, qu'est-ce qu'on a et assez vite sous ma plume est apparu le fait que quand même dans les délinquants on parle assez peu, ou alors c'est compliqué. La délinquance, la délinquance sexuelle, quoi, des violeurs, des agresseurs, etc. Et donc je suis allé vers ça, en essayant de m'amuser, en essayant que ça reste drôle. Je dois dire qu'à l'écriture, ça m'a un peu surpris quand même, parce que non seulement il y a ça, mais en plus ils sont frères. Enfin, bon, je vais pas dévoiler le pitch de complètement je peux pas spoiler le bouquin, mais ça se passe pas très bien, quoi. Ouais, en même temps, il y a une chose, je pense que tu as faite, qui décale tout de suite le cliché, c'est que bien entendu, leur aspect Kaira en liberté, en train de se la péter, enfin de façon assez différente, hein, l'un et l'autre, oui. Hein, les deux frères. Mais justement, tu les laisses pas trop se la péter, justement, tu les colles quand même directement en prison, quoi. Exactement. Hein. Exactement. Alors je sais pas pourquoi, je voulais absolument pas écrire sur la prison. J'y connais pas grand chose, mais il s'est avéré que c'était une façon assez pratique de jouer avec mes personnages, de les mettre dans un décor comme ça, enfermé, de les faire évoluer, de les faire s'engueuler, de les faire interagir dans un milieu assez serré, et de assez vite un peu politiser l'histoire, c'est-à-dire poser des questions sur pourquoi ils sont comme ça, comment ils agissent et comment ils vont devenir. Et en fait on sait pas comment ils sont dehors, on sait pas comment ils sont
sans le pouvoir. Et l'idée derrière, et qui transparaît un peu les livres, c'est que on sait jamais comment on est en dehors de le pouvoir, on est toujours issu d'une fabrication, d'un processus de fabrication par des institutions, quelles qu'elles soient. Donc là, il se trouve que c'est la prison, dans ton bouquin, l'hôpital, dans celui-là, la démocratie, enfin bref. Et c'est ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi, c'est le propos de ce type. Il y avait une interview à la radio, un jour, j'étais en train de rouler dans la montagne, entre Bastia et Ajaccio, et il faisait nuit et tout, machin. Il y avait une interview de ce type qui était donc qui sortait de prison et qui racontait que mais lui il a raconté en bien et je l'ai perçu en mal, qui racontait que il avait été complètement sidéré en prison par le fait d'interagir avec non seulement non seulement le personnel pénitentiaire, c'est-à-dire les surveillants, etc., mais aussi en prison vous avez parfois, et pas mal d'ailleurs, de conseillers d'insertion, éventuellement d'assistants sociaux, éventuellement de psychologues, et il était marqué par le fait que lui, avant d'entrer en prison, il savait pas vraiment, il savait pas dire je, il savait pas raconter une histoire, il savait pas lui-même se mettre en scène. Et en fait, quand on dit qu'un délinquant se la raconte et tout ça, et qu'il se la joue, en fait, lui il disait mais non, moi je savais pas, moi mon truc c'était, moi c'était le quartier, moi on était en bande, on faisait les 400 coups, on était toujours ensemble, et on n'avait pas ce délire de moi je. Et là, me retrouver seul. Face à des psys, face à des gens qui voulaient que je mette en récit ce que moi j'aurais fait sans les autres, comme ça me couper brutalement de ce que moi j'étais, c'est-à-dire moi j'étais, nous en fait j'étais dans une communauté, vraiment. Et là il m'a apparu un truc assez marrant en écoutant ça, en écoutant cette histoire, en disant ouais, voilà, la prison, enfin dans certains cas, en tout cas une certaine forme de pouvoir, va agir sur les prisonniers et attend des prisonniers quelque chose pour qu'ils deviennent et qu'ils soient des choses qui ne sont pas forcément et vont les transformer. Comme ça, il y a une espèce de dialogue qui va se faire. Et donc finalement, ces deux gamins donc, sont tout de suite en prison et en réponse avec le pouvoir carcéral, vont en prison également se révéler, se trahir, dans le double sens de la trahison à ce qu'on est et de la révélation par rapport à la vérité de ce qu'on est aussi. Je sais pas si je me fais comprendre là. Enfin bref. Il se trouve que ces deux frères enfermés dans la même cellule, enfin j'ai vraiment joué à fond sur le côté huis clos pour qu'on soit vraiment collé justement à mes personnages et qu'on soit vraiment dans un truc très rapproché, très serré. Et enfermés dans la même cellule, ils vont pas s'entre-détruire, mais l'un et l'autre se disputer, si je peux employer le mot, de telle façon qu'ils vont aller dans des trajectoires criminelles, ou pas d'ailleurs, enfin, très différentes. Moi, c'est cette chose qui m'a frappé, enfin bon, et effectivement, quand j'ai reçu le livre et son pitch, enfin donc le travail, j'imagine, en commun entre l'auteur et l'éditeur pour dire un petit peu au départ de quoi il s'agit, enfin ne serait-ce que la 4e de couverture, enfin cette chose toujours un peu risquée, hein, mais qui là fonctionne très très bien, je trouve. C'est pas, enfin, autant la littérature carcérale, enfin dite carcérale, autant c'est quelque chose d'énorme dans la littérature anglo-saxonne. Pour un tas de raisons. Hein. Autant en France, c'est pas un genre en soi, c'est quelque chose. Il y a évidemment des textes, que ça soit en polar, chez Rivage Noir ou chez d'autres éditeurs, il y a évidemment des textes qui parlent de la réalité carcérale. Il y a tout un travail documentaire, sociologique en France énorme sur la prison, bien entendu. Mais des romanciers qui l'abordent effectivement et qui en font un sujet politique explosif sur le mode de la farce, il y en a quasiment pas. Et c'est une des choses qui m'a tout de suite posé un peu une question. Je me dis, c'est marrant quand même. Bon, évidemment, les États-Unis, le poids de la population carcérale dans l'ensemble de la population étant le record du monde, c'est vrai que c'est un sujet de société qui est plus fort. Il y a aussi probablement une question curieusement, de transparence. C'est que, avec tous les monstrueux défauts de la société carcérale américaine, il y a une sorte d'obligation de transparence qui est extrêmement forte, qu'on n'a pas en France. On sait, à chaque fois qu'il y a un reportage un peu précis sur les conditions inimaginables en fait quasiment parce qu'évidemment il y a le fantasme d'un autre côté, oui, alors les détenus dans les prisons avec leur télévision gratuite et tout, on sait bien que tout ça c'est du fantasme journalistique, et quand on voit les conditions réelles de détention au Beaumet, l'état de
de décrépitude en fait de ces choses-là. Il y a bien, il n'y a pas beaucoup de romanciers qui s'emparent de ces sujets. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. L'administration pénitentiaire française communique très peu. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant d'arriver à entrer. Or, c'est un sujet, on ne peut plus glauque, il faut être honnête. Ouais, mais voilà, enfin, tu cites la littérature américaine. Moi, ça m'a à la fois inspiré et à la fois gêné, parce qu'il y a des œuvres qui sont colossales, et notamment en audiovisuel. Je sais pas, vous avez vu la série Oz, c'est énorme. Cette série sur la prison, elle est juste incroyable. Une fois qu'on a vu cette série-là, on se dit, ben voilà, tous les sujets, quasiment tous les personnages qui existent, qui pourraient exister dans cet univers carcéral-là, ont été utilisés, ont été travaillés avec des histoires qui sont extraordinaires. Là, récemment, il y a Orange is the New Black également, qui réinvente tout ce genre-là. Donc c'est vrai, c'est un genre à part entière aux États-Unis. Il y a eu Prison Break. Prison Break, et en littérature, tu citais Edward Bunker sur ton blog, je pense à Hubert Selby Jr., je pense à... Enfin voilà, en France c'est vrai qu'on a moins ça, peut-être si on remonte, et c'est peut-être aussi ça, parce que le texte, donc quand on parle de délinquance sexuelle, on va arriver sur des choses qui sont quasiment... parce que je voulais pas non plus euphémiser trop les choses quand on parle de délinquance sexuelle. En parler de biais, je voulais prendre la chose un peu à bras le corps. Dans Les Aliénés, c'est drôle parce que dans Les Aliénés, il y a des scènes que moi j'avais pas considéré comme étant des scènes de sexe, et on m'a dit putain, mais c'est un roman, c'est incroyable, ça parle de drogue, ça parle de crime, et ça parle de sexe, quoi. Alors que moi, dans Les Aliénés, j'ai l'impression que, enfin, je ne parle pas de rapport sexuel, je parle d'espèces d'orgies bizarres, mais j'imaginais pas forcément un rapport sexuel. Et ça m'embêtait, je me dis bah merde, alors on me dit que j'ai écrit un truc que j'ai pas écrit. Donc là je me dis bon allez, on va y aller. Maintenant on va écrire. Au moins si on me dit voilà, maintenant je l'ai vraiment écrit, quoi. Je vais suivre. Et en fait pas tellement d'ailleurs. Mais bon, il y a un peu plus de pornographie. C'est plus graphique. Ouais, mais l'idée c'était de justement traiter ce matériau pornographique également comme c'est dur, enfin comme une arme en fait, comme quelque chose qui est organisé, qui est pensé, qui est utilisé par la prison, qui est utilisé par certains éducateurs de sexologie, de prévention sexuelle, des choses qui existent plutôt justement aux États-Unis et qui existent peut-être moins en France, mais vraiment une politique quand on parle de castration chimique, ou donc là ça serait plutôt l'inverse, ça serait plutôt une éducation sexuelle, une sexualité normale, mais de prise en charge hormonale, enfin bref. Inspiration qui viendrait plutôt de gens comme Béatrice Preciado, justement dans Testo Junkie, la femme, enfin l'ex-femme de Virginie Despentes. Et dans Testo Junkie, donc qui a changé de sexe, qui est devenu Paul Preciado, et dans Testo Junkie, elle raconte, c'est marrant, à la fois sur un mode très théorique et à la fois sur sa propre expérience de injection de testostérone, comment elle résiste au pouvoir et aux normes sociales qui conduisent à enfermer, en tout cas enfermer, oui, les gens dans certains stéréotypes genrés, hommes, femmes, et comment ces stéréotypes-là vont se traduire, y compris par des dispositifs biochimiques, par exemple avec l'utilisation de la pilule, etc. Et comment autant la pilule est distribuée à la moitié de la planète sans aucune réserve, autant c'est impossible de se procurer de la testostérone librement, sans ordonnance, y compris quand on va au planning familial, alors qu'elle revendique du coup cette capacité aussi à utiliser la chimie pour changer de sexe. Je sais pas où est-ce que je parle. Là. Je vais revenir justement parce que dans ce que tu viens de dire, il y a une des choses que je trouve très frappante dans ce trailer, c'est que tu as magnifiquement réussi justement à mettre en scène deux personnages un peu hors normes, mais qui partent en fait du cliché effectivement du délinquant, en rassemblant donc dans ces deux frères deux pôles un peu opposés, c'est-à-dire le surmâle, et puis au contraire celui qui est à risque, parce que justement timide, discret, efféminé. Tu parlais justement des stéréotypes de genre, et on projette immédiatement
même avant avoir vu Oz ou Prison Break, on voit très bien entre le mal surdimensionné et puis celui qui est justement un peu chétif, et, ce qui peut leur arriver en prison. Et donc tu joues en fait énormément et très habilement sur en fait les fantasmes naturels et les craintes de la lectrice ou du lecteur à cause de cet imaginaire carcéral qui s'est développé peu à peu, notamment par effectivement la littérature et le cinéma et le cinéma de série anglo-saxon. Mais en fait, tu te contentes pas de faire, d'utiliser ce terreau-là, c'est que tu mets en fait les figures de pouvoir et tu psychologue, chargé de mission ministérielle, de mission quand même de changer un peu les choses dans les prisons. Et là, il y a tout de suite un talent satirique vraiment superbement fait pour montrer que ces gens, oui, ok, leur matériau, c'est des prisonniers et des délinquants et de la racaille de quartier, mais ils ont leurs propres agendas, ils ont leurs propres priorités, et en fait, le fait de faire se télescoper en 130 pages ces deux univers-là, ça donne quelque chose qui est vraiment, explosif, quoi, parce que et donc il va y avoir effectivement de l'expérimentation sexuelle, des choses mais faites d'une façon très cool, quoi. Enfin, au fond, parce que c'est jamais qu'un programme ministériel parmi 150 autres, et puis si ça peut rapporter des bonnes notes à la fin, c'est chouette, quoi. Enfin. Pourquoi pas? Moi, ça me rappelle certains bouquins ou certaines, légendes ou pas. Par exemple, le bouquin de Claro, des expérimentations qu'aurait fait la CIA ou des programmes comme ça. Surtout les Gamins du ciel. Ouais, par exemple. Avec l'argot de seigle. Exactement. Donc après tout, pourquoi pas imaginer ce genre d'expérimentation en prison. Et enfin, ça m'a été rapporté. Je crois qu'il y a des choses en Amérique du Nord, du côté du Canada. Le dispositif que je décris existe. Je me suis inspiré aussi d'un article de Marcella Yacoub dans Libération qui m'avait frappé là-dessus. Qui disait que la société irait vachement bien justement si on donnait la possibilité à tous les agresseurs sexuels, à tous les violeurs de s'épanouir complètement dans leur sexualité, dans les désirs les plus fous, en leur mettant à disposition un matériel pornographique tellement performant dans la copie de la réalité que du coup ils pourraient assouvir tous leurs fantasmes et pas faire chier les gens dans le monde réel, quoi. Donc avec une pornographie en 3D virtuelle qui serait tellement efficace que ça annihilerait du coup tous les risques de délinquance dans la réalité concrète. Finalement, je l'ai un peu pris au mot et ça a donné ça. Mais le moment en fait où cette expérimentation, avec son protocole, tout, parce que c'est fait de façon vachement sérieuse, tu vois, très non, mais bon, c'est pas un truc comme ça, mais c'est une expérimentation, c'est clinique, c'est normé, c'est travaillé en détail. Et en même temps, j'ai trouvé, moi, tout de suite, il y a les images qui sont venues, qui sont celles d'Orange Mécanique, hein, en changeant l'objet, en fait, en disant, bien entendu, on va soigner le mal, alors par le mal ou par le bien, suivant le point de vue dont on se place, en tout cas par l'excès. Et il y a vraiment ce côté, je crois pas qu'il y ait des carteurs Dieu, parce que c'est pas Dieu dont on parle réellement, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui est à l'œuvre, comme tu disais tout à l'heure, de biochimique et de biomécanique, qui est assez monstrueux, et qui pourtant, à aucun moment, alors après, ça dépend peut-être de chaque lectrice et lecteur, mais à aucun moment ça fait frémir ou hurler. C'est pour ça que le livre est assez vicieux, en fait, c'est qu'il utilise très très bien le sens de la farce, en montant en montant la barre, en fait, pour que évidemment, c'est horrible, ce dont on parle en réalité. C'est ça, mais dans les trois livres, c'est ça en fait. Le truc, c'est d'aller assez loin dans la caricature, tout en restant un peu vraisemblable. Il faut que l'histoire fonctionne. Il faut que le lecteur soit pris, et j'espère que vous serez pris. Et par l'histoire, parce qu'il y a une vraie histoire, il y a une vraie intrigue. Qu'on essaye soigneusement de ne pas dévoiler. Mais il y a aussi, effectivement, dans la façon de construire l'intrigue, toujours, souvent, chez moi, le recours à un élément qui est un peu fantastique, qui va un peu surréel. Dans les Hélénés, c'est une drogue qui s'appelle la schizoïne, qui est une drogue, vous imaginez la schizoïne, ce que ça peut produire. Dans Palabre, c'est un peuple qui n'existe pas, c'était un peuple complètement imaginaire et avec des institutions également démocratiques qui, je crois, n'existent pas encore. N'existeront peut-être jamais, enfin bref. Et là, c'est une prison qui est évidemment imaginaire et qui a cette originalité-là, peut-être par rapport aux prisons que vous connaissez, si vous avez vu toutes ces séries
ou même ses films, par exemple Un Prophète, où je pensais aussi à Jacobien. C'est que dans toutes ces séries, on met souvent quand même face à face les prisonniers et les surveillants. Alors aux États-Unis, il y a le pasteur aussi, les éducateurs, mais on parle moins de médecine, on parle moins des médecins. Et il y a des médecins en prison, il y a des psychiatres, il y a des psychologues qui sont détachés de l'hôpital, il y a des infirmières. Dans Prison Break, l'infirmier joue vraiment Ouais, un rôle pardon, essentiel. ouais, c'est vrai, ça. Mais c'est moins Et vrai donc dans, là- je suis d'accord. Donc là, voilà, c'était plutôt, alors c'est plus proche de Prison Break finalement, parce que l'angle sur la prison est moins surveillant pénitentiaire et plus côté soins, ce qui fait un peu écho à. Mais c'est vrai que les surveillants sont finalement assez discrets. Enfin, Ouais. ils reviennent à des moments indispensables, mais il y a vraiment ce jeu médecine, psychologie et administration expérimentale. Enfin, c'est évidemment pas le terme consacré, hein, mais il y a quand même des gens haut placés qui considèrent que cette population carcérale, c'est aussi le moyen de vérifier des théories, de faire un peu de sociologie appliquée. Et c'est fait de façon très naturelle, quoi. C'est voilà. Bon, après tout, c'est le cas de le dire, c'est l'exemple même de la population captive. Hein. Exactement. Donc, oui, ça fait un peu laboratoire. Ouais, bah oui, il y a ce côté, mais c'est fait dans le respect de pas mal de paramètres éthiques. Hein, faut pas croire. Hein, les mecs se comportent pas. Enfin, c'est pas non plus Joseph Mengele hein, qui est à l'œuvre. Hein. Enfin, non, c'est ça. Il fallait pas caricaturer Voilà, exactement. Il fallait pas caricaturer non plus dire qu'il y a les gentils prisonniers et les méchants surveillants. Pas du tout. C'est vraiment. Non, il y a vraiment un souci de bien s'occuper des prisonniers, d'essayer de les amener à se réinsérer. Je vais dire un très très bref extrait, enfin c'est 3 phrases, hein, mais ça donne justement une tonalité sur le fait qu'on n'est pas dans la caricature, notamment pour ce qui concerne la psychologue, alors que c'est un personnage absolument essentiel, et qui est redoutable en tant que personnage, mais on n'est pas dans la grosse farce. Non Ah oui, tout à fait. Il y a un private joke. Ouais, il y a un private joke. Je reste impassible, tente de masquer mon ennui. Ce jeune homme prétendument psychopathe s'avère absolument commun, un peu pervers et mégalo, certes, mais ni plus ni moins que le multirécidiviste lambda. Le délinquant parti, je m'accorde quelques soupirs râleurs. Les surveillants m'y invitent, ce sont les premiers à se moquer dans les couloirs, l'insulte à peine voilée, la maltraitance aux aguets. Je m'en méfie, évite de me prêter à ce jeu malsain, préfère jouer les timides, en taisant tout jugement à l'emporte-pièce. Ma réserve m'éloigne de leur sarcasme, elle me place du côté de la science. Je suis Hermione la psychologue, je me dois de rester invisible. Ah, je trouve que ça place bien le personnage, c'est vers le début, hein, je trouve que c'est ça. Toute première phrase, et on sent bien que c'est un personnage qui va être clé, qui est clé, mais qui va avoir ce rôle, justement, c'est pas une expérimentatrice sauvage, elle a pas d'ambition de carrière ministérielle absolument délirante, elle a pas de sympathie particulière pour les détenus, ni pour l'administration pénitentiaire, fait son job, quoi. Enfin, et il y a quelqu'un parmi vous qui est psychologue pénitentiaire, en fait. C'est ça le gag. Pardon. Mais là, c'est la responsabilité de l'auteur. Hein. Genre, dis-le. Non, c'est pas moi, ça n'est pas moi. C'est beaucoup. Mais ouais, en fait, il y a 2 narrateurs dans le bouquin. J'ai essayé de trouver 2 voix différentes. Effectivement, là, il y a la voix de la psychologue, et donc le narrateur prend en charge cette voix-là, et qui est une psychologue effectivement qui est prise un peu en porte-à-faux entre l'administration pénitentiaire avec laquelle elle a du mal, on le voit très bien, avec laquelle elle a du mal à être en adhésion parce qu'elle est dans le soin, elle n'est pas dans la répression, la surveillance, etc. Et en même temps, également avec la monstruosité entre guillemets des prisonniers qui sont quand même pas des rigolos en face. Et donc elle est prise entre ces deux pôles. Et elle parle à la première personne, le narrateur. Voilà, parle au jeu et on la suit. Et à côté, il y a un autre narrateur qui va prendre en charge les deux frères, qui lui est un narrateur avec une langue un peu plus gouailleuse, un peu plus hip-hop dans l'idée, un peu plus gangsta, notamment parce qu'il y en a un des 2 frères est vraiment va devenir vraiment un macro avec toute la figure qu'il y a derrière du macro en prison. Moi, ça me faisait penser en littérature américaine à Iceberg Slim, vraiment le côté pimp, quoi, vraiment jouer là-dessus, sur la carrière du Mac qui est fier de lui, comme figure de réussite, le fait de pouvoir faire plaisir aux autres, quasiment. Je vous offre du plaisir, quoi. Allez-y. Et donc, voilà, le bouquin jongle constamment entre ces 2 voies, et qui finissent par voilà. Je dis pas la fin.
Non, on va surtout éviter de dire la fin. Même si tu as donné des indices, en fait, quand tu parlais de Palabre au tout début, en disant que c'est rare que ça se finisse super bien, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Faut être honnête. Mais en même temps, c'est pas grave du tout, parce que c'est... enfin, moi, je trouve, on est extrêmement content en tant que lecteur de découvrir la fin, mais c'est vraiment le chemin et la façon dont la fin réorganise le chemin rétrospectivement, enfin, qui donne le vrai plaisir. J'avoue, je suis très content de la fin, je me dis, mais je la dois beaucoup à mon éditeur, parce qu'il se finissait pas comme ça le bouquin au départ, et j'ai du mal à la trouver. Et c'est mon éditeur et notamment Yann, qui m'a poussé, et en y discutant avec lui, qui a vachement, voilà, c'est vachement investi dans le texte. Et je dois dire qu'effectivement, je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Je suis assez content. Donc, dans ce cas, moi, je remercie également le passage, alors, parce que c'est vrai que la fin fonctionne superbement. Et elle arrive à avoir cet équilibre entre... Il n'y a pas de vol, c'est-à-dire qu'il y a des fins qui sont superbes dans des romans, enfin, clairement, mais il y a vraiment le côté... ça sort de nulle part. Enfin, c'est magnifique, mais ça sort de nulle part. Là, non, en fait, il n'y a aucune traîtrise, aucune trahison, malgré le titre. Enfin, en tout cas, pas vis-à-vis du lecteur. Les personnages eux-mêmes, ça, c'est leur problème. Hein, mais c'est superbement exécuté et pensé, donc bravo. Enfin, à l'auteur, bien sûr, mais aussi à l'éditeur pour sa contribution dans ce cas. Moi, je suis vraiment... non, j'ai admiré quoi, le travail sur un matériau au départ, hein, encore une fois, où... Moi, j'étais méfiant hein, sur le matériau, je pense, comme le seront hein, des... Mais moi pareil. Tu vois, franchement, moi pareil. Au début, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, mais tu peux pas raconter des trucs pareils, c'est dégueulasse. Après, les gens vont se poser plein de questions sur l'auteur, en plus. Ouais. Alors du coup, je l'ai pas écrit tout seul. C'est d'impliquer un peu les gens. Non, puis et franchement, les trucs les pires, c'est pas moi, c'est l'éditeur. Ouais, exactement. Franchement, Yann. Est-ce que vous avez des questions pour Camille Espédite? Bon, merci en tout cas de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai pas souvent l'occasion finalement de parler des textes que j'écris. C'est un travail assez, enfin c'est un hobby assez solitaire. Et ça fait plaisir de pouvoir en parler. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Moi, ça m'a fait plaisir d'en parler. En tout cas, moi je tiens à insister, comme pour les précédents, malgré le sujet apparemment déroutant, voire légèrement effrayant, donc les génocides, la drogue et son impact social au plus fond, au plus profond, et puis la prison. Quoi. Et en fait, ça parvient totalement à être des livres qui sont réellement drôles, hein, mais qui sont drôles de cette manière justement qui vient titiller en disant ouais, l'enjeu politique derrière est extrêmement apparent, il est pas fait de façon, personne n'est pris en traître hein, à part les personnages eux-mêmes, comme on disait, qui se trahissent et se révèlent effectivement à eux-mêmes et aux autres. C'est un roman qui est fort, qui est perturbant, mais ça c'est bien, des romans qui sont pas perturbants. Franchement, à quoi bon, quoi. Bah c'est ça, c'est chiant à écrire aussi. Attends. Donc là, on s'ennuie pas du tout. Les moments où il y a une montée en fait en puissance de la farce, de la caricature, sont extrêmement bien gérés. Et je n'hésiterai pas à dire, c'est un peu un paradoxe. C'est un roman qui fait aussi un peu un cadeau idéal en fait pour les amis et les amis. Donc surtout, n'hésitez pas à en prendre plusieurs ce soir pour les offrir. Il y a aussi un aspect, je crois pas que ce soit trop spoilé que d'en parler, mais qu'il y a une réunion un peu interministérielle, enfin un mec du ministère qui vient à la prison, tout ça. Le passage est extraordinaire. Ah, merci. Merci. Voilà, ça, je pense que plein de lecteurs qui pourraient avoir peur d'autres aspects du sujet, là, peuvent se régaler sans arrière. Enfin, voilà, c'est parfait, quoi. Ouais, il y a même dans Les Aliénés, il y a des passages assez caricaturaux sur l'administration. Là, pour le coup, ça fait écho à un certain vécu. Ouais, clairement. Dans Les Aliénés, c'était aussi, c'est cette imbrication des différents pouvoirs et la façon dont la logique administrative et la logique carriériste en fait se rentrent en truc. Et finalement,
ce que j'avais dit au début, soit tout matériau est bon à prendre. Hein, enfin donc même le matériau le plus effrayant, c'est un matériau pour construire des carrières, quoi. Donc c'est finalement assez efficace. Bon, en tout cas voilà, c'est un roman excellent et moi, je suis très content que tu aies pu venir donc chez nous ce soir. Bah, merci à Karim, hein, parce que Karim de la librairie suit les bouquins depuis le début, hein, depuis Paname, Les Aliénés et Se Trahir. C'est une belle fidélité, là, pour le coup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.